On va parler de ce qui se passe à Clermont-Ferrand. Marseille, Rennes, Dijon, Cavaillon, Morlaix, Caen, Besançon et maintenant Clermont-Ferrand. Trafic, règlement de compte, la ville qui est plongée dans l'insécurité. J'avais un policier ce matin qui m'a parlé d'actes barbares, d'actes de torture. J'ai entendu des témoignages aussi d'habitants de Clermont-Ferrand qui désormais envisagent même de déménager. Clermont-Ferrand, cette ville où jusqu'à présent il faisait particulièrement bon vivre. Réunion en ce moment en haut lieu au ministère de l'Intérieur pour répondre à l'insécurité qui augmente à Clermont. Je voudrais qu'on commence par savoir ce qu'il s'y dit avec vous, Lola Baye. Bonjour Lola, vous êtes sur place devant le ministère de l'Intérieur et donc après Rennes ou Marseille, réunion ce matin au ministère de l'Intérieur sur la situation à Clermont-Ferrand. Que compte faire Bruno Retailleau pour tenter de rétablir la sécurité? Alors l'objectif, ça va être de fluidifier, de renforcer la coopération entre les forces et l'autorité judiciaire, montrer que l'État ne se laisse pas faire, y compris dans les villes moyennes, parce qu'en fait Clermont-Ferrand, c'est devenu récemment le théâtre d'affrontements, d'une guerre de gangs liée au narcotrafic. Selon la préfecture, depuis le début de l'année, il y a eu 4 homicides et 1 blessé grave en lien avec le narcotrafic. À cette réunion à Beauvau qui devrait se finir d'ici quelques minutes entre le préfet du Puy-de-Dôme et le ministre de l'Intérieur, il y a plusieurs acteurs autour de la table, à savoir le directeur général de la police, le directeur national du renseignement territorial adjoint, ou encore le commandant de groupe de la gendarmerie du Puy-de-Dôme, entre autres. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, on le rappelle, lui, il a fait de la lutte contre le trafic de drogue sa priorité depuis sa prise de poste en septembre 2024. Il l'avait dit, le narcotrafic, c'est 3 à 6 milliards d'euros, c'est énorme, c'est en train de gangréner, il y a des territoires perdus de la République. L'objectif, donc, c'est de faire régner l'ordre. Des moyens supplémentaires en termes de sécurité ont déjà été déployés à Clermont-Ferrand, puisque ça fait partie du dispositif de ville de sécurité renforcée depuis août, à l'image de Nîmes ou encore d'Avignon. Merci Lola Baye, donc en direct du ministère de l'Intérieur. On va tout de suite partir sur place à Clermont-Ferrand, où vous êtes avec nous en ligne, Xavier Gibolt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même président du comité de quartier de la gare de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui se passe sur place? Vous êtes pharmacien, vous êtes aux premières loges. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? C'est une montée en puissance des dealers qui sont accaparés notre quartier et qui font maintenant la loi. On n'est plus chez nous, on est chez eux. Ça se manifeste comment concrètement? Ils ont pris possession d'un coin de rue et le soir, pour dealer, ils sont une trentaine. Donc vous avez 30 dealers qui attendent les clients. Le quartier est quadrillé par tous les guetteurs et vous ne pouvez plus passer ou vivre chez vous en paix. C'est pas possible. Ils sont tous là et ils bossent jour et nuit. Donc vous savez très bien, vous Xavier, vous savez où ils sont. D'ailleurs, on a les images, les images que l'on voit à l'instant sur BFM TV. On voit qu'ils sont installés notamment devant une boulangerie, un coin de rue. Enfin, vous savez où ils sont. Et pour autant, ils ne sont pas délogés. Non, mais ils traficotent même sous les caméras de surveillance de la municipalité, mais ça les inquiète pas parce qu'ils ne sont jamais poursuivis. Donc eux, ils bossent sans aucun souci, à ciel découvert. Tout le monde le voit. Ils sont combien? Il y a combien? Vous estimeriez qu'ils sont combien? Le soir, quand ça bat son plein, ils sont une trentaine. Une trentaine. Est-ce que la population locale en est inquiétée ou est-ce que ça se vit en parallèle? Non, ça déborde partout parce qu'ils y passent la journée sur le point de deal. Donc forcément, vous avez des nuisances parce que ils boivent, donc ils finissent relativement éméchés le soir. Donc ça crie, ça hurle, ça se bagarre, coup de couteau régulièrement. Après, il y a des guerres de gangs, donc ils se tirent dessus régulièrement. Et après, vous avez les nuisances quotidiennes. Faut bien qu'ils aillent pisser quelque part, donc ils pissent sur votre pas de porte. Ils prennent vos poubelles pour s'en servir comme barricade. Ils utilisent votre voiture pour cacher la drogue dans le pot d'échappement ou sur les pneus. Donc non, vous vivez pas en paix. Votre vie a changé? Clairement, c'est la merde. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. En effet, je vous entends. Je suis quand même assez sidérée. En termes de commerce aussi, les commerçants ont été obligés de s'adapter? Il y en a qui ont fermé et il y en a qui vont fermer. Il y a une auto-école juste devant le point de deal. Plus personne ne va aller prendre des cours d'auto-école chez elle parce que tout le monde a peur. Parce que si vous passez au moment où ils sont en train de faire une transaction et qu'ils ont un peu bu, on n'est pas à l'abri de prendre un coup de couteau. Vu qu'ils se tirent déjà dessus entre eux, si vous prenez une balle perdue, c'est trop risqué. Donc
petit à petit, tous les commerces ferment et les gens, de toute façon, ne viennent plus dans le quartier. Hein. Donc, c'est la mort petit à petit du quartier. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ils veulent être tranquilles et ils chassent tout le monde. Ils veulent être tranquilles, ils chassent tout le monde. Ils ont littéralement gangréné ce quartier. Votre quartier, c'est le quartier de la gare, mais ça se passe aussi ailleurs, dans le reste de Clermont désormais. Alors avant, il y avait plusieurs points de deal dans Clermont, mais ce point de deal-là, en fait, a pris une ampleur telle qu'il a même mangé les autres points de deal. C'est devenu la place de deal de Clermont. Tout le monde vient là. Mais tout le monde vient là. Enfin, pardon, moi je suis sidérée. D'ailleurs, je vais même vous dire, en fait, Xavier Gibolt, je suis super contente que vous soyez avec nous en direct pour témoigner, parce que là, on vous entend, on entend vos mots et la réalité quotidienne de votre vie qui a changé. Mais je me dis, en fait, c'est vous qui devriez être au ministère de l'Intérieur, là, en même temps que la cellule de crise. Parce que, effectivement, qu'on comprenne à quel point, pour des gens comme vous, pharmaciens, vous parliez de l'auto-école, vous parlez des habitants dont la vie est devenue au quotidien aussi douloureuse et difficile, c'est assez saisissant. Vous avez au début appelé la police, vous avez comment ça s'est... Moi, je voudrais comprendre comment ça s'est fait. Ça s'est fait au début, ils étaient 1, 2, 3, ils étaient dans une rue. Comment ça s'installe? Eh ben, ils sont petit à petit, c'est ça. Ils se sont installés en étant de plus en plus nombreux. Il faut savoir que là où ils se sont mis, pour eux, c'est super parce que c'est une zone centrale où les guetteurs peuvent voir la police arriver à plus de 300 mètres. Et donc, forcément, dès qu'ils les voient, les autres ont le temps de tout cacher et de partir. Et pour les clients qui viennent acheter la drogue, c'est un énorme point d'intérêt puisque vous pouvez arriver de tout Clermont et repartir dans la direction que vous voulez. Donc, ils ont créé un Uber de la drogue qui est super efficace. Et du coup, petit à petit, ça a grossi. Et tous les dealers viennent vendre à cet endroit-là parce que pour eux, c'est super. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils ne sont pas inquiétés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de descente de police? Alors, ce qu'il y a, c'est que si, mais comme ils les voient arriver de tellement loin que les gars, ils n'ont jamais rien sur eux, ou une dose, mais c'est pas répréhensible, ou 20 €, c'est pas répréhensible. Donc les gars, ils attendent la police, assis tranquillou, sur deux, parce qu'ils n'ont rien sur eux. La police passe, les contrôle, et puis repart. Et les gars, limite, c'est tiens, voilà la police, c'est la pause café, on s'en va 5 minutes, et puis on revient après, quoi. Vous en attendez quelque chose de cette réunion à Beauvau? Ben, nous, on attend des moyens supplémentaires, parce que depuis le début, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils viennent leur mettre la pression, mais en restant physiquement devant eux toute la journée. Ben, pour ça, il faut des moyens. Mais pour nous, c'est la seule solution. Ça fait 1 an et demi qu'on nous dit qu'il y a d'autres solutions. Ben, elles ne marchent pas. Donc nous, on en reste à notre idée de départ pour que ça cesse, il faut se mettre devant eux et empêcher les clients de venir. Tout simplement. Pas de clients, pas de travail. Alors ça, c'est sûr qu'on en est toujours là. Hein. Effectivement, on se souvient de la fameuse phrase, je crois que c'était l'ancien ministre de la Justice qui disait que le goût de la cigarette trafiquée ou du pétard ont le goût du sang de ces trafics. Lorsque vous me dites qu'il y a cette auto-école, par exemple, qui est en train de mourir parce que les parents n'ont plus envie que leurs jeunes aillent apprendre dans cette auto-école, il y a une école maternelle, je crois aussi, qui est dans le secteur. Oui, tout à fait. Juste derrière, il y a l'école maternelle. Il y a tous les gens qui habitent autour. De toute façon, on a les infirmiers. Moi, je les connais bien. Le soir et le matin, ils ne viennent plus. Hein. Ils ne veulent pas se retrouver confrontés aux 30 dealers qui sont là. Hein. Donc, de toute façon, petit à petit, tout meurt. Hein. Et vous êtes parent, vous n'allez pas mettre votre enfant à la crèche qui est juste devant les dealers, quoi. Ah, donc, en fait, ils détournent leur chemin. C'est-à-dire que ça veut dire qu'y compris les parents, tant pis, n'envoient plus leurs enfants à l'école ou à la crèche. En tout cas, pas à la crèche. Après, à l'école, ils sont obligés de les envoyer. Mais on est juste à côté des 2 plus gros lycées publics de Clermont et des 2 principaux lycées privés. Ils sont juste à côté. Donc, c'est des clients potentiels. On tue notre jeunesse en les laissant faire aussi. Hein. De toute façon, là, l'école va reprendre. Le soir à 17 h, vous aurez tous les jeunes qui vont faire la queue. C'est saisissant, votre récit. Un grand merci. J'ai quand même une dernière question. Vous nous parlez ce matin, vous prenez la parole, vous y allez. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur ? Il faut bien que quelqu'un parle, hein, parce que les autres habitants ont peur, eux, effectivement, mais si personne ne parle, ils ont gagné. Hein, donc, non, faut se plaindre, il faut y aller, il faut réclamer des actions, quoi. Faut se plaindre, faut y aller, faut témoigner. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Bon courage. Tenez-nous au courant, Xavier Gibolt. Je me permettrai de vous appeler régulièrement parce que précisément, je pense qu'il ne faut pas en parler que quand il y a ces moments politiques, mais aussi s'intéresser à ce qui vous arrive au quotidien. Merci d'avoir pris le temps. Je voudrais qu'on revienne justement sur les faits et notamment sur la multiplication des faits de violence ces dernières semaines. Paul Conge, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice de BFM TV. Cet été,
été, et depuis 6 mois, à Clermont-Ferrand en particulier, mais aussi ailleurs, il y a eu des morts, il y a eu des actes de barbarie, il y a eu des voitures brûlées. Oui, absolument. Il y a eu vraiment un phénomène d'affrontement entre plusieurs clans rivaux à Clermont-Ferrand. Et au mois d'août, on a effectivement vu vraiment une montée de cette violence. Ce qui a particulièrement marqué les esprits, c'est le 13 août, lorsqu'un corps a été retrouvé calciné sur la banquette arrière d'une voiture dans une zone pavillonnaire de la ville relativement tranquille. Le même soir, un homme avait été blessé dans le cadre d'une fusillade. On sait que ces phénomènes ont un lien avec le trafic de stupéfiants. Quelques jours plus tard, c'est un homme de 20 ans qui est agressé par 2 personnes encagoulées en pleine rue, qui prend plusieurs coups de couteau. Et donc le parquet de Clermont-Ferrand, qui est donc en charge des enquêtes, vraiment s'est retrouvé à ouvrir des enquêtes pour homicide, tentative d'homicide, là où avant, il n'en ouvrait pas. Depuis le début de l'année, Clermont-Ferrand enregistre 4 homicides, 4 narco-homicides, pourrait-on dire, donc liés au narcotrafic, et un blessé grave dans le cadre de ces rivalités entre clans. On est vraiment sur une violence du narcotrafic qui déferle sur les villes moyennes. Sur les villes moyennes, on va y revenir justement avec Frédéric Ploquin. Merci Paul Conge d'avoir fait le point. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien dans Apolline de 9 à 10. Je vous ai souvent reçu et notamment, vous étiez un des premiers à avoir alerté. Vous parliez de La drogue est dans le pré. C'est d'ailleurs le nom d'un de vos documentaires. Là, elle est partout, dans tous les territoires. Ce qui se passe à Clermont-Ferrand, pour vous, ça n'est pas surprenant ? Ce qui se passe, tel que vous l'avez décrit, c'est assez symptomatique de ce qui se passe à peu près dans toutes les villes moyennes. La peur des riverains, moi je l'ai vécu dans plusieurs endroits. Donc au départ, effectivement, personne ne parle. Moi-même, comme journaliste enquêteur, quand je vais sur place, je me souviens très bien d'avoir été obligé d'organiser des réunions avec des habitants dans ces quartiers au-dessus des points de deal, avec les volets fermés, tirés, pas de lumière, etc. Ça crée, ça c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur ce genre d'endroit, c'est-à-dire en général tranquille, comme vous le disiez tout à l'heure, où il fait bon vivre. C'est toujours comme ça. Et tout d'un coup, ça bascule. Mais ça bascule toujours à bas bruit. C'est-à-dire que le jour où on en arrive à ces règlements de compte, à avoir des gamins torturés dans les caves, à avoir des morts, etc., j'allais dire c'est presque trop tard. Ça veut dire que les choses se sont bien installées. Mais au départ, quand les citoyens, les riverains vont se plaindre, protestent, auprès de la police locale, de la mairie. C'est à peu près toujours le même système. Là, on leur répond « Non, mais attendez, c'est rien, c'est pas grand-chose ». Et c'est vrai qu'au départ, quand vous avez comme ça une dalle, un quartier commerçant qui peu à peu squatté, au départ, ça se voit pas trop. C'est deux, trois jeunes, et puis 4, 5, et puis ça fait un peu de bruit, mais on dit « Mais vous allez vous y habituer, c'est pas très grave ». Et à chaque fois, c'est le même modèle que je vois se reproduire, c'est qu'au bout de 2, 3 ans, c'est trop tard. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'alerte, disons que à la réaction des politiques, de la police, ne vient qu'au moment finalement où il y a un premier mort, un deuxième mort, des tirs en fait, des tirs d'armes à feu en pleine ville. Mais à ce moment-là, on va dire que ces groupes criminels, qui sont formés de très jeunes en général, individus, ont vraiment pris possession du territoire, sont installés. Comme le disait un de vos témoins, sont chez eux. Il y a eu une bascule qui s'est faite et les citoyens ont perdu la bataille. Et donc je trouve ça bien qu'effectivement des commerçants prennent la parole, mais voilà, ils sont en première ligne. Et ceux qui viennent, effectivement, les personnes âgées qui viennent acheter leur pain, comme les jeunes qui viennent passer le permis de conduire, c'est un endroit où il y a un point de deal. À la limite, ce serait tellement bien si ces points de deal étaient organisés dans des terrains vagues à 5 km de la ville, terrains vagues, non éclairés, bon, on en parlerait d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils sont malins. C'est qu'ils justement ils s'abritent à l'intérieur du tissu urbain. Pardon, Frédéric Ploquin, vous allez nous l'expliquer dans un instant, mais moi ce qui m'a frappé, et je vous ai entendu Manu à l'instant pendant que le témoin nous racontait, vous disiez mais elle est où la police ? C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît quand même assez dingue qu'on sache précisément où ils sont, qu'ils y soient tous les jours, tous les soirs, et qu'on sache où ils sont et que ça ne soit pas arrêté. Mais que l'on voit arriver la cavalerie, c'est une chose, les policiers en uniforme, mais qu'il n'y ait pas des policiers qui ne puissent pas intervenir sans être pour autant en uniforme et de choper les dealers quand ils font leur boulot. Mais c'est cette impunité qui est absolument intolérable. Manu, moi je me mets à la place des habitants sur place. C'est vrai que c'était... Enfin, je comprends pas. C'était saisissant parce que moi j'avais jamais entendu un témoignage
où Au premier loge à concrètement, on soins. comprenait effectivement comment ça se passe comme ça. Mais enfin moi, quand vous entendez ça, encore une fois, c'est de la machine à fabriquer du vote pour des partis qui réclament et parfois on se dit à juste titre plus de sécurité. Ça va devenir quand même. Ouais, enfin, Non mais quand on a multiplié les exemples depuis qu'on travaille tous ensemble. Certains ministres qui arrivaient et qui disaient non, c'est un sentiment d'insécurité. Ce que dit Frédéric, quand vous dites au début, on leur dit bah non, vous allez vous y habituer, mais quand on a parlé beaucoup ici d'impuissance publique et on en a parlé pour la santé, pour l'éducation, pour tout ça, là sur des cas comme ça, là encore, je veux dire, vous avez ce sentiment de frustration que l'État ne fait rien, que l'État ne peut rien, que l'État est impuissant. Le narcotrafic occupe 80% du temps utile de la police. Donc laisser entendre que la police fait rien, c'est pas vrai. Deuxièmement, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça ce qu'on dit. On dit juste que quand vous habitez au-dessus, que vous les voyez, qui sont bien installés, que vous les avez dans votre viseur et qu'ils y sont tous les soirs, vous pouvez vous dire mais c'est pas possible. Deuxièmement, vous savez qu'il y a 200 000 policiers dans ce pays. Il y a 250 000 personnes qui travaillent pour le narcotrafic dans ce pays. Donc le phénomène est phénoménal, c'est énorme, c'est colossal. C'est colossal. Il y a 2,5 fois plus de points de deal que de restaurants McDonald's. Donc on peut rien faire. Que de restaurants McDonald's. Mais vous vous rendez compte? Et ils s'installent où? Ils s'installent au cœur de la vie des gens. Frédéric Ploquin, vous les connaissez bien aussi, ces policiers. C'est d'ailleurs une des forces que vous avez, Frédéric Ploquin, c'est que vous arrivez à recueillir le témoignage, j'allais dire, des deux côtés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Je dis que cette extension du trafic de stupéfiants dans les villes moyennes profite amplement de sous-dimensionnement des forces de l'ordre dans ces villes. C'est-à-dire que quand vous voyez que dans des villes comme Marseille, Paris, la police est déjà un petit peu débordée. En fait, les trafiquants de stupéfiants, depuis 10 ans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sortis de ces grandes villes où il y avait une pression policière trop importante et ils ont ciblé précisément les zones blanches, entre guillemets, en termes police, c'est-à-dire là où il y a moins de densité de présence policière. Vous allez à Clermont-Ferrand, à Dijon, toutes les villes dont vous avez parlé depuis tout à l'heure, sont des villes où le nombre de policiers par habitant est beaucoup moins élevé parce que on arrivait à gérer bon an mal an. Maintenant qu'il y a l'éruption de ces phénomènes, de ces gangs, de ces phénomènes criminels, tout d'un coup, on s'aperçoit que la police n'est pas équipée. Il n'y a pas une brigade criminelle suffisamment importante. Déjà à Marseille, elle était sous-dimensionnée. Là, vous avez 4 règlements de compte comme ça en un été. Vous voyez bien que les forces ne sont pas là pour les traiter, que la brigade des mineurs, côté justice comme côté police, elle est sous-dimensionnée, elle n'est pas prête non plus. Et donc partout dans ces villes, il va falloir que l'État, qui en ce moment est à court de moyens, trouve des moyens colossaux pour renforcer ses forces, renforcer cette présence. Mais les dealers, c'est ça leur fonctionnement, c'est d'aller, ils font tache d'huile là où ils sentent qu'il n'y a pas encore de caméras de surveillance, il n'y a même pas de débat sur l'installation de ces caméras, il y a peu de présence policière. Et cette présence policière, telle qu'elle est dans une ville comme Clermont-Ferrand, elle ne les déstabilise pas vraiment, comme le disait votre commerçant. La police, elle passe, on baisse les bras le temps qu'elle est là, puis après on reprend. Vous savez très bien que pour faire tomber, pour neutraliser un gang installé, un groupe criminel installé sur un territoire, il faut des enquêtes longues, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de moyens, il faut des magistrats spécialisés. Tout ça, dans ces zones blanches, on va dire, du territoire français, il n'y a pas encore, et c'est de cela qu'il faut. On parle de Clermont là, mais Frédéric Ploquin, vous m'aviez alerté, je me souviens, il me semble que c'était déjà il y a 1 an et demi ou 2, sur des villes comme Besançon, désormais on parle aussi de Caen, on avait parlé de Limoges. Est-ce que ces villes-là, ça s'est calmé? C'est-à-dire, est-ce que ça tourne? Ma question c'est, est-ce qu'on parle de Clermont-Ferrand, est-ce que ça veut dire que les autres, ça s'est calmé, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est tellement banalisé qu'en fait, on n'en parle même plus? Non, c'est ça le problème d'ailleurs. C'est effectivement Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, dans 5 ans, si je vous parie cela, s'il y a 2, 3, 4, 5 règlements de compte à Clermont-Ferrand par an pendant 5 ans, dans 5 ans, on ne fera plus un quart d'heure d'émission sur BFM TV pour en parler. Effectivement, il y a ce risque de la banalisation, du fait qu'à un moment donné, on s'est tellement habitué. Mais si vous regardez bien, à Dijon, hier ou avant-hier, il y a encore eu des tirs. Peu de gens, pour l'instant, en ont parlé parce qu'on est focalisé sur Clermont. Donc, il y a une extension du modèle du gang
qui attire une jeunesse, y compris maintenant dans ces villes moyennes, et qui fascine. Parce que si on en arrive à des règlements de compte, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs, il y a 3 problèmes. Un, il y a beaucoup de clients, parce qu'on ne se tue pas s'il n'y a pas beaucoup de clients, on ne se tue pas s'il n'y a pas beaucoup de demandes et beaucoup d'argent en jeu. Donc ça signifie ça déjà, premièrement. 2, ça signifie que dans ces villes-là, il y a une génération de jeunes, on va dire, qui sont en train de basculer du système scolaire vers le monde criminel, qui sont fascinés et attirés par ce modèle qui a une puissance, on va dire, d'attraction tellement forte qu'en fait, ils abandonnent tout projet, on va dire, de développement scolaire pour basculer vers l'argent facile. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ce modèle-là s'impose, y compris dans des petites villes. Et puis troisièmement, effectivement, ça nous rappelle que l'État, comme je le disais, n'est pas en mesure sur ces territoires, pour l'instant, on va dire, de riposter correctement, notamment parce qu'il agit en ordre dispersé, l'État. C'est-à-dire, vous avez les gendarmes... Mais Frédéric, il y a quand même un point, parce que, Frédéric, on a beaucoup parlé de répression, mais globalement, quand on regarde un peu comment on fait les pays qui s'en sortent un peu mieux que nous face au trafic de drogue, il y a quand même eu une assez forte action dans ces pays sur la consommation. Sur que ce soit les pays dans les pays scandinaves, Pays-Bas, Suisse, Portugal, etc. Il y a quand même eu une action très forte aussi qui a été faite pour diminuer la consommation. Parce que comme le disait Laurent tout à l'heure, la police est submergée. Mais quand on voit, et ce sera ma dernière question, Frédéric, mais je voudrais justement comprendre là-dessus sur la consommation. L'une des dernières informations qui nous parvient, c'est aussi le prix de la cocaïne qui est en très forte baisse. Ça veut dire que ça va aussi inonder. Et je me souviens d'ailleurs que vous me l'aviez aussi dit, parce que notamment après le Covid, là, finalement, ils avaient beaucoup de stocks, donc ils ont baissé les prix, et depuis, les prix n'ont pas remonté. C'est devenu quasiment à la portée de tout le monde. Si vous voulez, c'est vrai que c'est un signe très fort, quoi, le fait que l'inflation ne frappe absolument pas le prix du gramme de cocaïne, de shit ou d'herbe, absolument pas. Au contraire, ça baisse. Ça nous dit quand même très clairement 2 choses, c'est qu'il y a de plus en plus de points de commerce où on peut se fournir en produits, mais surtout que les pays producteurs, eux, qui sont totalement inatteignables, puisqu'on parle là de l'Amérique latine, on parle de la cordillère des Andes, de ces pays de la cordillère des Andes, que ces pays-là sont en train de mettre sur le marché des sommes, des quantités de plus en plus importantes de produits, et que donc tout ce qu'on saisit, finalement, ça, si j'ose dire, ça ne les dérange pas vraiment. Et donc il y a plus de produits, il est moins cher, ça attire encore plus de clients. Ça suscite encore plus de vocation chez les jeunes d'aller vendre ce produit, puisqu'ils le trouvent facilement. Il y a 30 ans, on ne trouvait pas 100 kilos de cocaïne comme ça facilement pour implanter un point de deal. Aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi facile que de se procurer une arme nucléaire, finalement. Donc il y a une banalisation de ce produit. On est inondé par ce produit, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des vocations chez les clients comme chez les vendeurs un peu partout sur le territoire. Merci beaucoup Frédéric Ploquin pour la précision de votre enquête. Vous êtes journaliste spécialiste du grand banditisme. Tous vos livres sont passionnants, je les recommande tous, mais en particulier sur le sujet qui nous intéresse. L'un de vos derniers livres, c'est Les narcos français brisent l'omerta, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous. La politique, ça se passe à Beauvau, mais on ne sait pas pour combien de temps est-ce que les ministres vont encore l'être. Les ministres en sursis